Nous avons la chance d'avoir Lionel Fontana qui est avec nous. Il est déjà prêt, il est sur scène, on peut l'applaudir. On va parler un peu de météo, on va parler de prévision avec lui, Lionel Fontana, météo suisse, grand spécialiste évidemment. On le voit un peu à la télévision, sur la RTS. On l'a vu il y a quelques années sur l'Aimant Bleu, c'est lui qui a fait la première météo de l'Aimant Bleu en 1996. Avec en novembre. 25 kilos de moins. Lionel Fontana, merci beaucoup d'être avec nous. Oui, je vais vous parler de l'évolution des prévisions météo. Le titre, c'était l'évolution du temps et les défis à venir. Évidemment que le défi idéal, c'est de livrer des prévisions très localisées, précises, sur mesure, pour des aides à la décision. La prévision idéale en 6 points, localisation parfaite, l'horaire, la durée, l'intensité de l'événement, les quantités prévues lorsqu'on a des précipitations. Et comme je disais, une prévision sur mesure. Communiquer les incertitudes, c'est très important, avec aujourd'hui des prévisions probabilistes. On communique des indices de confiance, et ça, c'est pas toujours bien compris par les utilisateurs, et je parlerai pas mal de formation pendant l'exposé. Des systèmes de détection précoce, repérer un orage qui se développe, le suivre et pouvoir émettre une alerte le plus rapidement possible, mais aussi détecter des situations tempétueuses, parfois quelques jours avant, et les canicules, même parfois 15 jours avant, on peut les voir arriver. On n'est peut-être pas tout à fait juste dans l'intensité ou dans la durée, mais aujourd'hui, on a des outils pour le faire. Et puis, des alertes basées sur les impacts, avec un travail multidisciplinaire. Donc, c'est pas simplement communiquer qu'il y aura du vent, mais aussi communiquer les effets possibles, ou lorsqu'on a des fortes précipitations, les effets possibles, par exemple sur les inondations. On a mentionné tout à l'heure les précipitations de cet automne. On a vu des chutes de neige importantes, la limite plus neige est montée à 2800 mètres, et évidemment, on a eu d'importantes inondations avec l'Arve à Genève, qui a battu son record avec 1000 mètres cubes secondes, et puis le mois d'après, on était quasiment à 800 mètres cubes secondes, quasiment un deuxième record. Pour faire de la prévision, on a d'abord des observations, des mesures qui permettent de faire des prévisions pour les prochaines minutes ou les prochaines heures, même jusqu'à 12 heures, parfois 24 heures, mais au-delà, eh bien, on utilise des modèles mathématiques. Lorsque vous voyez la prévision à la télé, pour les prochains jours, eh bien, on se base uniquement sur l'interprétation de modèles mathématiques. Ces prévisions alimentent tous les secteurs de l'économie, de l'activité humaine. On les voit ici. On les met sous des formes différentes. C'est clair qu'une prévision pour un pilote n'est pas la même que pour un navigateur, pour la CGN sur le lac, par exemple. Nous faisons des prévisions tous les jours pour les opérations entre Évian et Lausanne, par exemple. Les prévisions, évidemment, à court terme, utilisent des images satellites, des images radars, les ballons sondes. Et ça permet de faire une prévision qu'on appelle immédiate, nowcasting en anglais. Lorsqu'on dépasse quelques heures, au-delà de 12 heures, eh bien, on rentre dans le modèle, donc, comme je disais, des modèles mathématiques avec des modèles qui permettent de faire des prévisions assez fines avec une maille de 1 km pour les prochaines 36 heures. Quand j'ai commencé, il n'y avait que des modèles avec des mailles de 100 km. Donc, vous imaginez que pour la Suisse, on avait en gros 3 points de prévision dans ces modèles. Et puis, on peut aussi faire des prévisions jusqu'à 15 jours. On a aussi des modèles qui permettent, c'est pratiquement les mêmes, de faire des prévisions mensuelles. Là, on a un couplage entre les modèles atmosphériques et les modèles océaniques. Et puis, au-delà, on a ces prévisions saisonnières, voire ces projections climatiques. Aujourd'hui, le défi, c'est vraiment d'avoir un continuum entre tous ces types de prévisions et ces types de modèles. C'est vraiment un défi important. Avec ces prévisions, je l'ai dit avant, probabilistes. On ne donne pas simplement un scénario. Aujourd'hui, avec le modèle, par exemple, européen, on a 2 fois 100 scénarios par jour, 200 scénarios possibles tirés d'un même modèle en modifiant légèrement les conditions initiales du calcul, ce qui permet d'avoir cette approche probabilistique. La prévision immédiate, à très court terme, évidemment, doit évoluer. L'orage de la Chaux-de-Fonds a été mentionné tout à l'heure. Et j'attire votre attention sur la valeur, par exemple, qu'une carte de risque d'orage émise le jour avant, eh bien, il faut la considérer. Le jour avant la Chaux-de-Fonds, nous avions allumé toute la Suisse romande pour un risque de niveau 3, pour des orages violents possibles. Évidemment qu'on aurait été incapable de dire qu'un orage violent toucherait la Chaux-de-Fonds, mais cette carte était à disposition et elle doit résonner, je dirais, auprès des autorités et aussi quelque part auprès de la population. Évidemment, il faut améliorer la prévision immédiate pour les 5 à 120 minutes à venir, en assimilant différentes données satellitaires et radars, en les combinant ensemble. On voit tout en bas, ici à droite, ce qu'on appelle le Thunderstorm Radar Tracking, ou Tracking Radar Thunderstorm, qui est un algorithme qui permet de repérer les orages les plus violents et d'estimer où ils vont se déplacer dans la prochaine heure.
Donc pratiquement des prévisions automatiques au fond d'orages violents. Donc voilà pour la prévision à très court terme. J'aimerais mentionner la situation de la ligne de grain du bol d'or de 2019. J'avais fait la prévision pour le bol d'or cette année-là, comme plusieurs années, et on avait fait une prévision quasiment parfaite. Ce qui est rare, faut le dire les choses. On avait prévu une situation orageuse violente qui se produirait plutôt en fin d'après-midi, et on avait communiqué ça aux navigateurs. Le vendredi soir, au briefing des navigateurs, je leur dis, écoutez, je vais sortir de mon champ de compétences, il va falloir surtout pouvoir sécuriser votre bateau en moins de 2 minutes. Vous allez passer d'un vent faible ou des brises à un vent extrêmement violent. Donc voilà, le message était passé, et le résultat, c'est qu'en fait, pendant la course, très peu ont finalement appliqué cette consigne. Je connais très bien Philippe Jeanneret, qui était sur un bateau, qui a appliqué cette consigne. Ils ont sécurisé le bateau, donc ils s'en sont bien sortis. D'autres ont été grisés par la vitesse, en fait, qui arrivait avec ce grain orageux. Et bien malheur en a pris, ces bateaux ont vraiment subi beaucoup d'avaries. Donc ça pose pas mal de questions. À partir de quelle probabilité d'occurrence doit-on prendre des mesures? Est-on prêt à accepter qu'une prévision peut surestimer ou sous-estimer, par exemple, un phénomène? Quelle est la part de risque qu'on est prêt d'assumer? Quelle part de responsabilité on a au niveau individuel dans nos décisions et aussi au niveau collectif? Les autorités, évidemment, ont une part de responsabilité, mais pas toutes. Il y a aussi une part de responsabilité, à mon avis, individuelle. Pour les prévisions probabilistes, je vais vous montrer ici les prévisions pour les canicules, par exemple. C'est des prévisions qui vont jusqu'à pratiquement 15 jours. Quand j'ai commencé, il y a 35 ans, on avait, d'abord, les modèles n'allaient pas jusqu'à 10 jours, ils allaient jusqu'à 4 jours, tout au plus. Mais on avait une réponse du modèle qui donnait ici une hausse de température, par exemple. Aujourd'hui, en modifiant les conditions initiales du modèle, c'est un modèle à l'échelle globale, on peut faire jusqu'à 100 calculs pour chaque simulation, ce qui permet de repérer quelle est l'évolution la plus probable. Et c'est un outil important pour communiquer aux autorités un risque, par exemple, de canicule, ce qui était le cas ici en 2019. 7 jours avant, on a pu dire il y a une canicule qui s'approche, et même on avait déjà des signaux bien avant-coureurs, 3 jours avant. Donc ça, ce sont des outils extrêmement importants. Un point important, c'est la discrépance qu'il y a entre l'évolution de la qualité des prévisions, évidemment, et la perception. Dans les années 90, quand j'ai commencé, fin des années 80, les gens pensaient que les prévisions, c'était un peu farfelu. On donnait des prévisions de meilleure qualité que la perception qu'en avait le public. Aujourd'hui, le risque, c'est parfois que les attentes dépassent ce qu'on est capable de faire, alors même qu'on a amélioré les prévisions. Et là, il y a vraiment un travail éducatif extrêmement important à faire auprès de la population. J'ai mis ici sur cette carte la Suisse, sur le continent américain, pour vous montrer que la Suisse est un petit pays. Et vous voyez la Suisse là face à une dépression qui amène du mauvais temps, elle est très petite. Et souvent, on a des demandes extrêmement précises. Quel temps va-t-il faire à Carouge Nord? Est-ce que le temps sera différent à Carouge Sud? On peut évidemment pas faire ce niveau de détail dans certaines situations. Les avertissements jusqu'en 2007, on les faisait sur à peu près 14 régions d'avertissement. Aujourd'hui, on en a plus de 140 sur la Suisse. Donc, c'est un travail de dentelle. Déjà, le pays est petit. Et là-dedans, on fait des prévisions parfois ou des avertissements à l'échelle extrêmement petite. Mais il faut bien garder à l'esprit qu'on ne peut pas toujours faire des prévisions aussi détaillées. Il faut comprendre les limites de la prévision et ne pas confondre une prévision utile avec une prévision très précise. Et là, il y a des défis éducatifs extrêmement importants et je vous montrerai évidemment un exemple, celui évidemment de la tempête de feu du week-end passé. Nous avions déjà plusieurs jours vu dans les modèles probabilistes qu'il y avait une forte probabilité d'avoir des rafales de vent à plus de 100 km/h en montagne. Et le vendredi, ma collègue a émis un avertissement pour un feu tempétueux avec des rafales jusqu'à 130 km/h. Dans la région, sur toute la région alpine, on voit ici cette carte qu'il y avait sur l'application. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu effectivement ces 100 à 130 km/h. Là, on a la mesure à la station du Honorgrad et on sait qu'il y a eu un triste, évidemment, événement avec des morts en montagne. J'aimerais attirer aussi votre attention. Il y a quelqu'un dans la salle qui a suivi un de mes cours l'année passée qui, ce week-end-là, il me l'a dit tout à l'heure, a décidé de ne pas aller en montagne du fait de cet avertissement de tempête de feu pour s'entraîner pour la patrouille des glaciers. Je pense que c'était pour un entraînement. Ça, il ne l'a pas dit. Donc, les prévisions étaient à disposition. C'est vrai que c'est triste de voir que des gens sont pris quand même dans la tempête. J'aimerais maintenant vous montrer ce que j'enseigne au chef de course du Club Alpin Suisse. C'est vraiment
la slide que je présente à ces chefs de course. Je leur dis, ben voilà, dans une situation de faune, vous vous baladez, il fait beau, et la prévision de faune est déjà en cours, l'avertissement est en cours, le ciel est dégagé, et la dégradation peut se faire très très vite. Je veux dire, en moins d'une heure, vous pouvez vous retrouver dans le blizzard avec des rafales de vent qui vont subitement arriver entre 80 et 130 km à l'heure. Et ça, c'est une connaissance générale de la météorologie. Ça va évidemment aussi accompagner une prévision. On peut dire qu'il y aura une situation de faune entre vendredi 18h et dimanche 12h, c'est ce qui était annoncé. Par contre, évidemment, dire à quelle heure exactement on va avoir les situations la plus critiques dans cet intervalle, ça c'est beaucoup plus difficile, mais il y a une prise de risque énorme dans cette période puisque l'évolution peut se dégrader très très vite. Voilà, les prévisions du temps, les défis à venir. Alors, collecter des nouvelles données, ça c'est sûr. On a par exemple des mesures de radar qui permettent de faire des profils verticaux de température et d'humidité. On a les avions qui décollent par exemple de Genève, qui font des mesures de température et de vent et d'humidité extrêmement importantes, qui permettent d'alimenter les modèles. Améliorer les modèles, évidemment. Donc, on a tout un panel d'améliorations possibles. On a aujourd'hui des modèles à 1 km de maille, mais peut-être que demain, on aura des modèles avec des mailles encore plus petites. On aura aussi des modèles type intelligence artificielle qui commencent à arriver dans le domaine météorologique. Améliorer le post-processing, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une prévision sur une maille de 1 km, relativement précise, eh bien, entre ces mailles, il manque des informations. Et par exemple, disons, modulant cette prévision avec une topographie plus fine, on peut affiner la prévision, mais il faut contrôler ces prévisions parce qu'elles sont automatiques. Ce qui arrive sur vos téléphones portables, à part le texte que j'écris ou que mes collègues écrivent, le reste est tout automatique. Donc, on n'a pas un contrôle en temps réel, évidemment, de ces données. Enseigner les nouveaux concepts météorologiques, les nouveaux modèles conceptuels aux météorologues, parce que la science évolue. Faire des études de cas, ça c'est très important, surtout dans une situation où les prévisions peuvent devenir automatisées. Eh bien, dans les prévisions, les situations, disons, faciles, on va de moins en moins faire d'analyse. En tout cas, c'est le risque. On en fait encore, je vous rassure, mais c'est le risque à long terme de se concentrer que sur les situations rares et exceptionnelles et de ne pas être assez près lorsqu'on doit confronter ces situations. Accompagner les usagers. Aujourd'hui, les autorités cantonales, et je sais que certains sont ici, participent à des briefings vidéo avec Météo Suisse, avec l'Office fédéral lorsque nous émettons des avertissements. Comprendre évidemment les enjeux du moment. Les autorités cantonales vont nous dire, là on a déjà des terrains qui sont instables, il y a déjà des glissements et nous on prévoit encore 200 litres au mètre carré. Donc ça va être important. Un des enjeux très très importants, c'est la formation des usagers, des guides, des autorités, des pompiers. Il n'y a pas de bonne prévision sans des usagers qui sont bien informés, bien formés. C'est extrêmement important. J'arrive pas à dire. Analyser a posteriori évidemment la situation du point de vue météorologique, des processus aussi, comment on a décidé à la météo, mais aussi des processus de décision en dehors de la météo, au niveau des autorités, par exemple, et puis des comportements. Là, la situation de faune de ce week-end nous invite quand même à réfléchir sur les comportements. Juste peut-être sur les canicules, je vais vous parler un petit peu des vagues de chaleur. Les données climatiques du temps passé sont importantes. C'est important, un des défis, c'est d'avoir des données de qualité. Toutes les petites bulles que vous voyez là, ce sont les canicules depuis 1960, jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de bulles, elles sont de plus en plus grosses, donc des canicules plus fréquentes, plus intenses, et même plus précoces. On en a des fois début juin, et tardives comme celle de cette année, qui était quasiment fin août. Donc c'est vraiment, on voit déjà cette évolution, avec sur les étés jusqu'à 25 à 50 jours de journées tropicales, c'est-à-dire où le maximum de température dépasse les 30 degrés. En moyenne, normalement, dans le temps normal, c'est entre 5 et 15 jours. Donc on est déjà sur des valeurs très élevées. Quand on a évidemment un climat plus chaud, on va déplacer toute la distribution des températures et aussi on va évidemment augmenter le risque d'événements extrêmes en réchauffant cette atmosphère. Ça a été dit par Martin tout à l'heure. Dans les modèles climatiques, si on utilise un scénario d'émissions, faible émission ou bien on change rien, c'est-à-dire quand même de fortes émissions, eh bien on voit que le nombre de jours tropicaux peut extrêmement exploser d'ici la fin du siècle. J'attire votre attention sur le fait, c'est ce que disait M. Martin Bélisson tout à l'heure, c'est que les valeurs de projection de la fin du siècle, on les a déjà maintenant, avec 40 à 50 jours, 51 jours en 2003. Les 2 derniers étés, on a eu plus de 40 jours de journées tropicales. Donc on est déjà sur des valeurs qui sont celles qui étaient annoncées pratiquement pour la fin de ce siècle.
Risque avéré, risque hypothétique. Évidemment que la canicule de 2003, on l'avait jamais vue. C'était un danger hypothétique et la question se posait, est-ce que on peut avoir une canicule de ce type-là? Eh bien, oui, on l'a eu en 2003. C'est devenu un risque avéré. Il n'y avait pas de plan canicule dans les cantons. Pour l'anecdote, le conseiller d'État à l'époque, en 2004, qui est pas dans la salle, avait dit la météo n'aurait pas pu nous aider avec leurs petits symboles. Or, on avait des prévisions utilisables et on a pu montrer ça au médecin cantonal et on a pu mettre en place les premières alertes canicules en 2005 avec Genève et le canton du Tessin. Donc après 2003, eh bien, il y a eu la mise en place de plans canicules. On sait maintenant que des canicules peuvent se produire aussi longues et aussi intenses. La question aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir 15 à 20 jours entre 37 et 40 degrés, danger hypothétique. Et là, nous, on doit être prêts, ça c'est un défi, à prévoir une situation extrême totalement inédite, dans un climat plus chaud. Les précipitations, est-ce qu'elles seront plus intenses? Probablement oui, en hiver, plus abondantes, en été des sécheresses, mais ce qui n'est pas antinomique, c'est d'avoir évidemment dans un climat plus chaud, des précipitations plus intenses. Avec 1 degré de hausse de température à l'échelle planétaire, eh bien, c'est 7% de plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et cette vapeur d'eau, quand elle se condense, elle dégage ce qu'on appelle de la chaleur latente. Donc, si vous prenez les projections pour la fin du siècle et qu'on change rien, on est plutôt à plus 3 degrés. Et c'est la fourchette basse. Vous imaginez la quantité de vapeur d'eau qu'on peut avoir à disposition, c'est-à-dire des précipitations de plus en plus intenses, probablement, des orages, par exemple. Ça a été le cas par exemple, à Lausanne, on se souvient qu'on avait eu un record avec 41 litres au mètre carré en 10 minutes tombé sur Lausanne. On voit aussi l'orage de la Chaux-de-Fonds, qui a quand même une caractéristique assez impressionnante, il faut bien le dire. Voilà. Je finirai par un mot assez simple. Montaigne, je crois que c'est Montaigne qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Je dirais science sans conscience collective pourrait être une ruine tout court. Et je pense que les consciences collectives sont en train de bouger, sont en train de changer. Et au cœur du système, c'est pas uniquement la science et la technologie qui doivent avancer, c'est aussi la compréhension des phénomènes. Et je dois dire que les premières explications qu'on a eues avec les cantons sur les vagues de chaleur au début, c'était un petit peu sur la pointe des pieds. Et peu à peu, il y a eu une prise de confiance, en fait, que ces prévisions étaient utiles pour prendre de très bonnes décisions. Donc, je pense qu'on est sur le bon chemin, mais il y a encore du travail. Merci beaucoup.